Bonjour à tous, vous êtes ici à la première conférence du cycle de conférences sur les inondations qui ont eu lieu au mois de juillet. Le cycle de conférences porte sur les impacts psychologiques et l'aide à apporter lors de la phase, on va dire, post-aiguë de ces inondations. Vous avez eu le SISU et la Croix-Rouge qui sont intervenus assez rapidement dans les situations d'urgence et qui continuent à intervenir. Donc aujourd'hui, ce 19 août, nous avons la présentation de Madame Laurence Régini, intervenante psychosociale de la Croix-Rouge de Belgique, qui va nous parler du soutien psychosocial de première ligne. Ce webinaire est aussi possible grâce à la VIC. Nous avons le soutien technique de la VIC et bien sûr grâce au réseau Réalisme et au CLPS de Wiwarem, de Liège et de Verviers. Les prochaines conférences auront lieu le 26 août et le 2 septembre et ce sera Madame Adélaïde Blavier, qui est professeure à l'Université de Liège et qui travaille dans l'unité psychotraumatisme de l'ULiège. Cette présentation ici n'est juste qu'une introduction de 2-3 minutes. Je vais bientôt laisser la parole à Madame Laurence Régini. Pendant la présentation de Madame Régini, vous pourrez utiliser la messagerie pour poser vos questions, pour intervenir. On est à plusieurs à pouvoir récolter toutes ces informations pour faire ce temps d'échange entre 21h et 21h. À titre d'information aussi, je vous donne un peu toutes les ressources dont nous disposons ici. C'est les ressources des centres de promotion de la santé de Liège, Verviers et Wiwarem, qui ont mis en place toute une série de brochures à disposition des intervenants, des professionnels, mais aussi vous trouverez sur la page Facebook de Réalisme des liens utiles et vous pourrez aussi visionner toutes les vidéos. Il y en a eu d'autres, il y a eu la vidéo de Madame Mireille Monville sur le stress psychotraumatique et une autre vidéo de Madame Régini qui est sur la chaîne YouTube. Et toutes ces informations, vous pouvez aussi les avoir donc sur le Facebook de Réalisme. Je vous souhaite une excellente conférence. Et dans cette présentation, je vais brièvement évoquer ce que nous entendons, nous, par la prise en charge psychosociale de base, qu'on appelle en anglais le PFA, en vous disant que ce PFA fait l'objet d'une formation qui est offerte pour le moment par Médecins sans frontières. Que ce soit eux qui la fournissent ou nous travaillons de toute manière sur les mêmes principes avec les mêmes modèles. Voilà. Madame Régini, je suis désolée de vous couper, mais j'ai l'impression qu'on ne voit qu'un écran. Ah, ça y est, ça commence. Mieux, hein, voilà. Merci. Exactement. Alors, donc, je vais simplement contextualiser qui nous sommes. Je sais que nous ne sommes pas nécessairement connus de tout le monde. Donc, moi, je suis psychologue de formation. Je travaille au sein de la Croix-Rouge de Belgique, qui fait partie forcément d'un mouvement international, qui est représenté dans 189 sociétés. Dans 89 pays, j'arriverai sur 196, avec la particularité au niveau de la Belgique, c'est qu'il y a deux Croix-Rouges. La Croix-Rouge de Belgique et notre pendant néerlandophone, la RKV, la Rode Kreuz Vlaanderen. Au niveau de la Croix-Rouge, le SISU appartient au pôle du département secours. Donc nous sommes avec les secouristes. Et au niveau de notre service, nous existons officiellement depuis 1997 avec une cellule psychosociale qui a déjà été créée en 1987, notamment au niveau des inondations de Gerpine et puis de la catastrophe du Herald of Free Enterprise. SISU, ça veut dire quoi? SISU, ça veut dire Service d'intervention psychosociale urgente de la Croix-Rouge. Au niveau du service, nous sommes actuellement 4 salariés, on appelle ça des permanents chez nous, et nous avons également 65 volontaires actifs au niveau du SISU qui sont formés à la prise en charge psychosociale. On va parler de la prise en charge psychosociale de base, mais sont également formés pour d'autres méthodes.
Et nos volontaires sont mobilisables 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 7 jours sur 7, j'y arriverai, et déployables en Belgique francophone, donc tant sur la Wallonie que sur Bruxelles. On a également les pendants néerlandophones du DSI, du Dringen Social Interventie. Et si certains d'entre vous étaient présents au moment des maraudes et au niveau de, sur place, sur le terrain au niveau de Liège, vous avez certainement dû nous rencontrer l'un ou l'autre puisque nous avons fait des maraudes jusqu'au 8 août. Voilà, donc nous sommes disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Alors, avant de voir avec vous le PFE, je vais simplement balayer avec vous ce que nous entendons, nous, par événement critique, par crise, de façon à ce que chacun puisse avoir le même vocabulaire. Ce vocabulaire est important quand on travaille au niveau de la crise. Vous voyez sur le slide qui est visible, une de nos volontaires qui est qui est de dos, et donc c'est notre uniforme, je dirais, lorsque nous sommes sur le terrain, SISU avec intervenant psychosocial. Alors, qu'est-ce qu'on entend par événement critique? Gardons en tête que les inondations sont clairement un événement critique. C'est au-delà de la crise, c'est une crise vraiment particulière qui va donner à la victime un sentiment d'impuissance très important et qui va déclencher chez les personnes qui vivent cet événement une peur intense de l'effroi et forcément va être ce qu'on appelle, nous, au niveau psychologique, source de stress. Alors, cet événement critique a la particularité aussi, même si je ne l'ai pas noté, d'être assez soudain. Alors, on va me dire soudain pour les inondations, on pouvait les voir venir. Oui, on pouvait effectivement prévoir qu'il risquait d'y avoir des inondations. Mais si vous écoutez certains témoignages des personnes qui ont vécu, et notamment chez les enfants, ils vont vous dire à quel point ils ont vu cette vague arriver, en tout cas sur Pépinster, et qui ne s'imaginaient absolument pas que ça allait arriver si vite et que ça allait avoir une telle ampleur. Donc, dans ce côté soudain, imprévu, il y a toujours un côté imprévu au niveau de l'événement critique. Qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence, l'événement critique chez les gens? Et ce que je vous mets là, c'est dans les témoignages, vous allez souvent le rencontrer. C'est-à-dire que pour qu'on puisse vivre de manière relativement sécurisée, sans avoir peur de tomber sur un prédateur à chaque coin de rue, on doit avoir quand même l'impression, même intrinsèque et même peut-être inconsciente, de vivre en sécurité, d'être quand même un peu invulnérable et d'avoir ce sentiment de contrôle sur sa vie et d'un peu de confiance en soi et aux autres. Lorsqu'on a vécu un événement critique, toutes ces certitudes, toutes ces valeurs, tout ce qui nous permet d'avancer de manière relativement sécurisée dans la vie est balayé. Et balayé pour quelques minutes, pour quelques heures, pour quelques jours ou pour quelques semaines. Et donc les gens vont venir, et les enfants vont venir aussi, en l'exprimant évidemment d'une manière différente des adultes, avec le fait que maintenant ils sont en insécurité, qu'ils se sentent très vulnérables, qu'ils ont eu l'impression qu'ils avaient perdu le contrôle de leur vie, qu'ils ne peuvent plus avoir confiance, soit en eux, soit aux autres. Et c'est ces ressentis-là qu'il nous faut, en tant qu'intervenant psychosocial, accueillir le plus naturellement possible. Donc ça, c'était au niveau de l'événement critique et de la crise. Au niveau psychosocial, nous ne passons pas de patients, mais on va parler en termes d'impliqués. Vous pouvez peut-être l'avoir entendu, peut-être si vous êtes intervenu avec l'un ou l'autre intervenant psychosocial de base. Nous partons du principe que toute personne qui est impliquée dans un événement critique, on va la catégoriser soit comme impliquée primaire. Donc, comme impliquée primaire, c'est toutes les personnes qui ont été présentes au moment de l'événement. Vous devez bien vous douter qu'au niveau des inondations, c'est déjà pas mal de personnes. Mais au niveau psychosocial, nous n'oublions pas également les proches, de manière proche, des proches ou des proches un peu plus lointains, qu'on va appeler des impliqués indirects, et qui va forcément démultiplier le nombre de personnes qui sont impactées par l'événement. Et dans la prise en charge psychosociale, nous disons toujours aux personnes que nous formons et aux personnes avec qui nous intervenons que c'est très important de tenir compte des impliqués primaires, mais également de pouvoir tenir compte des impliqués secondaires, voire même tertiaires. Nous, en tant qu'intervenants, nous pouvons être considérés comme des impliqués tertiaires, où nous sommes, je dirais, impactés de manière un peu par ricochet.
Mais c'est important aussi de le savoir parce que ça veut dire aussi qu'en tant qu'intervenant sur le terrain, quand on est vraiment dans ce monde, la crise c'est le chaos, en tout cas l'événement critique amène du chaos, mais forcément on ramasse des émotions et des réactions qui sont parfois très brutes, voire même archaïques, et donc forcément ça va nous impacter. Ça peut nous impacter à un moment donné sur le long terme et amener ce qu'on appelle plus du stress vicariant ou du stress un peu plus chronique chez les intervenants. Alors, je vais balayer très rapidement parce que j'ai certainement devant moi des intervenants qui connaissent, si pas autant, en tout cas mieux que moi, les catégories. Ce que j'avais envie de vous mettre via ce slide, c'est que les personnes qui ont vécu un événement critique vont réagir de manière tout à fait différente. Ça peut être des réactions physiques, les gens peuvent commencer à trembler, peuvent commencer à avoir mal à la tête, peuvent commencer à pleurer. Vous pouvez avoir tout de suite des réactions émotionnelles qui viennent très rapidement ou qui peuvent venir de manière un peu diluée comme ça ou à un autre moment. Et vous pouvez avoir aussi des réactions parfois comportementales que nous allons estimer, nous, pas très cohérente ou en tout cas pas très logique. Par exemple, vous avez des personnes qui vont vouloir retourner sur le lieu des inondations pour pouvoir rechercher des survivants ou rechercher des informations. Voilà. Certains comportements peuvent être considérés par nous comme étant un peu inadéquats. C'est simplement la manière des gens de réagir face à un événement critique. Alors, ce qui est important, c'est de bien avoir en tête que quelles que soient les réactions que les personnes vont montrer, que ce soit dans les minutes qui suivent ou dans les jours, voire même dans les semaines qui suivent, ces réactions sont normales. Elles ne sont pas des symptômes, elles sont la conséquence de l'événement critique. Et la manière dont le psychisme des gens vont réagir pour pouvoir, ce qu'on appelle nous, métaboliser, vraiment digérer l'événement. Et donc forcément, ces réactions vont être tout à fait variables et vont dépendre de l'histoire de la personne, de la manière dont elle a vécu cet événement critique, éventuellement de ses antécédents, certainement de ses antécédents personnels. Au niveau du stress, tout ce qui est le stress avant ce qu'on appelle nous le cut-off du stress post-traumatique, toutes ces réactions de stress sont du bon stress. Donc c'est ce qui permet de digérer l'événement. Pourquoi vous dire ça? Simplement pour vous lancer l'idée qu'il est important à ce moment-là de pouvoir simplement normaliser les réactions des gens, normaliser toutes ces réactions, toutes ces émotions qu'ils sont amenés à exprimer, parce que c'est ce qui va leur permettre de digérer l'événement. Donc on ne bloque pas les réactions, on les laisse pleinement s'exprimer. Au niveau psychosocial, il est important, et vous verrez par après, je vous expliquerai vraiment au niveau de la boucle psychosociale comment ça fonctionne, mais la base de la prise en charge psychosociale, c'est se baser sur les besoins des impliqués. Alors, les besoins des impliqués, ça présuppose qu'on va d'abord tenir compte des besoins primaires, donc s'assurer que les gens sont en sécurité, s'assurer que les gens ont à boire, ont à manger, vont pouvoir se mettre à l'abri. Ça, c'est important avant même de démarrer une prise en charge tenant compte plus des besoins psychiques. On va d'abord s'occuper des besoins beaucoup plus corporels et parfois beaucoup plus primaires. C'est à traiter en priorité. Et quand on fait du pied fait, on s'occupe aussi d'abord en priorité de ce type de besoins. Et puis viendra ce que nous appelons, nous, les besoins psychosociaux, qui vont être présents dans 99,99% des événements critiques, et souvent partagés, relatés, exprimés par une grande majorité des impliqués, parce que maintenant je peux utiliser le terme impliqué, vous voyez de quoi je parle. Ça va d'abord, avant tout, être un besoin de sécurité. On ne démarre aucune prise en charge tant que la personne ou que le groupe de personnes que l'on a en face de nous ne se sent pas en sécurité. Donc la première chose que l'on fait, c'est de s'assurer qu'ils se sentent en sécurité. Lorsque ce sentiment de sécurité sera en tout cas moyennement atteint, alors ils vont être accessibles à d'autres types de prise en charge, à d'autres types d'écoute. Vous allez voir que les impliqués ont besoin d'informations. Cette information, ce besoin d'information, il apparaît tout de suite, tant pour les impliqués primaires que pour les impliqués secondaires. Au niveau des inondations, au niveau du SISU, nous avons ouvert le lendemain des inondations le centre d'appel téléphonique avec la ligne psychosociale au niveau du 1771. La première chose que les proches font quand ils appellent en disant qu'ils recherchent des personnes, c'est d'avoir des informations. Et ce besoin d'information est quelque chose qui est très lancinant.
Au niveau des impliqués primaires également, ils ont besoin de savoir où ils vont aller, combien de temps ça va durer, est-ce qu'on a des informations sur leurs proches, quand est-ce qu'ils vont pouvoir être mis en contact avec leurs proches, et puis d'autres types d'informations. Qu'est-ce qui va devenir de ma maison, quand est-ce que je vais pouvoir rentrer dans ma maison, quand est-ce que je vais pouvoir avoir un contact avec les assureurs, etc., etc., etc. Et encore maintenant, les impliqués ont encore un grand besoin d'informations. Ils ont un besoin de reconnaissance, qu'on les écoute, qu'on accueille ce qu'ils ont vécu. Ils ont besoin de partage social, c'est un mot que je vous demande de retenir parce que vous verrez qu'il prendra sens dans les quelques minutes qui vont suivre. Et puis, in fine, il y aura un besoin de rituel. L'être humain a besoin de rituel pour pouvoir parfois un peu avancer dans la vie. Même si ce besoin de rituel est actuellement un peu précoce, il y aura à un moment donné des choses qui vont se mettre en place, des stèles, des registres de condoléances ou autres. Et donc ça, ce sont des besoins que vous allez retrouver dans tout événement critique. Donc ça, c'est ce que je vous ai expliqué en vocabulaire de base. Alors vous pouvez dire, oui, ok, psychosocial, c'est bien, mais d'où ça vient? Ça vient au niveau international de nombreuses recherches qui ont eu lieu et qui ont été créées vraiment pas à pas par plusieurs organisations, et c'est ce que je vais voir de manière très parcellaire et très superficielle, parce que je n'ai pas la possibilité d'aller beaucoup plus loin, simplement vous les nommer. Au niveau de cette base théorique, forcément, quand on prend en charge les gens de manière psychosociale, on doit respecter plusieurs droits, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, c'est la base, dont la Convention des droits de l'enfant, on ne peut pas aller contre les droits de l'enfant. Et les deux derniers points de ce slide représentent vraiment le début des recherches au niveau psychosocial. Vous avez eu le projet Sphère en 1997 qui lui a commencé à donner quelques standards de base sur l'assistance humanitaire. Et puis vous avez, donc, comme je dis toujours, le projet Sphère, il fait 800 pages. Et sur ces 800 pages, il y a 4-5 pages qui sont vraiment dédiées à la prise en charge psychosociale. Tandis que le CPI, et je vais vous montrer juste après ce qu'il représente, lui, c'est vraiment penché au niveau international et humanitaire sur quels sont les standards minimums, quelles sont les recommandations minimums, les guidelines uniformes, qui sont applicables aussi bien en Belgique qu'en Afrique du Sud ou en Thaïlande, par exemple, et qui garantissent finalement que quel que soit l'intervenant, cet intervenant va tenir compte de ces recommandations. Et donc, la prise en charge, l'offre en tout cas, est similaire et très uniformisée. Que vous dit le CPI? Il part du principe que dans la première phase d'une situation d'urgence, les inondations, il y a des dispositifs qui doivent être très rapidement mis en place pour justement tenir compte et rencontrer très très rapidement tout ce qui est santé mentale et le bien-être psychosocial. C'est ce qu'on appelle, nous, les blessures invisibles. Il y a des blessures visibles, on en tient compte tout de suite, les secouristes sont là, mais les blessures invisibles, elles sont là également, et c'est important pour éviter que les gens ne restent avec leurs éléments de stress de manière beaucoup trop éloignée. Il est important de pouvoir le prendre en charge de manière quasi automatique et très rapidement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de ne pas nuire, ok. On vous dit surtout de vous baser sur les ressources et les capacités qui sont disponibles, et puis de prévoir un dispositif de soutien psychosocial collectif. Le psychosocial se veut d'abord collectif avant d'être individuel, à plusieurs niveaux. Et c'est ce qu'on appelle la pyramide. Cette pyramide que je vais maintenant vous présenter. Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la pyramide? Je l'ai malheureusement en anglais, tout n'est pas toujours disponible en français. Qu'est-ce qu'elle vous dit, cette pyramide? Elle vous dit que 100% de la population qui a vécu un événement critique doit avoir accès à, pas bénéficier de nécessairement, mais avoir accès à ce qu'on appelle un support psychosocial de base. Essentiellement, c'est du PFI, dont je vais vous parler par après. Donc ça, c'est 100% de la population. Dans ces 100% de la population, certains vont avoir besoin, en plus de ce soutien psychosocial de base, ce qu'on appelle un soutien psychosocial un peu plus ciblé. Notamment les enfants, qui constituent ce qu'on appelle, nous, un groupe plus vulnérable ou un groupe plus à risque au niveau psychosocial.
vont être visés par cette strate de la pyramide. Donc, ils vont en même temps devoir bénéficier du soutien psychosocial de base, mais très vite, il est important que des activités soient prévues pour les enfants. Et dans cette strate-là de la pyramide, on met vraiment en avant tout ce qui est la communauté. Donc, toutes les activités qui vont viser à redynamiser, à rebooster la communauté dans son ensemble. Ça peut être des jeux pour les enfants, ça peut être des groupes de parole, ça peut être mobiliser les enseignants, ça peut être mobiliser les centres PMS, voilà, ça, on est dans cette strate de la pyramide. Au-dessus, vous avez ce qu'on appelle le support psychologique de première ligne, et donc vous voyez que cette pyramide se rétrécit, et donc de moins en moins de pourcentage des gens vont avoir besoin. Donc là, c'est tout le monde, là, c'est un peu moins, des groupes un peu plus à risque, un peu plus vulnérables. Là, c'est des personnes pour lesquelles le soutien psychosocial de base n'est pas été suffisant, soit peut-être parce qu'il avait une préexistence d'une fragilité psychologique ou parce qu'il a vécu lui-même des réactions de manière très abrupte, l'événement critique, et malgré cette prise en charge psychosociale, continue à présenter des signes de stress un peu plus invalidants. On va aller vers la prise en charge psychologique. Et puis, seulement là au-dessus, vous avez des prises en charge de type plus thérapeutique. Alors, je sais que vous avez, en attendant que j'arrive, pu visionner un peu de FT. Le FT va se situer... Bon, on fait déjà de l'EFT ici, hein. On fait déjà tout ce qui est pour calmer les gens. Et puis, vous avez ce qu'on appelle plus le MDR ou des traitements un peu plus spécialisés, comme les TCC ou autres, qui vont se retrouver à cette strate-ci de la pyramide. Et donc, nous partons du principe que finalement, très peu de monde, hein, un pourcentage quand même peu important, qui de manière générale n'avoisine pas au-delà des 20%, sur les 100% de la population des impliqués, vont avoir besoin d'un soutien psychologique ou d'un soutien thérapeutique. Voilà ce que cette pyramide vous dit. Donc ça, c'était bien, c'était au niveau théorique, mais maintenant au niveau pratique. Voilà, donc maintenant qu'on a quelques repères théoriques au niveau psychosocial, mais qu'est-ce qu'on fait au niveau pratique? Je vais voir avec vous de manière très brève le pied-fait, mais avant ça, de manière générale, ce qui est important de retenir et qui est vraiment particulier au post-événement critique, c'est que les impliqués, et ce blocage-là peut durer quelques minutes ou quelques heures ou quelques jours, j'ose espérer pas quelques semaines, c'est que vous avez 3 cerveaux. On a toujours 3 cerveaux, et donc l'information va vraiment passer du cerveau reptilien vers le cerveau néocortex. Dans le cerveau limbique, donc vous allez avoir très vite les premières réactions ici au niveau reptilien, puis vous allez avoir au niveau limbique les émotions qui vont s'exprimer, et puis l'être humain va arriver vers le néocortex, c'est-à-dire c'est cette partie de son cerveau qui lui permet d'avoir une certaine logique, de réfléchir de manière beaucoup plus calme à ce qui lui est arrivé, et de pouvoir prendre des décisions un peu plus éclairées. Post-événement critique, le néocortex, il est bloqué. C'est ce que je vous ai mis en rouge. Qu'est-ce que ça a comme conséquence? C'est que dans les prises en charge de première ligne, on va nous essentiellement s'axer sur le cerveau limbique, dans l'accueil de l'émotion. Alors, je dirais une grande différence peut-être au niveau psychosocial entre le psychosocial et le psychologique, c'est qu'au niveau psychosocial, on accueille l'émotion, on ne la traite pas. Au niveau psychologique, on peut plus aller dans le traitement de l'émotion. Au niveau psychosocial, on ne fait que l'accueillir et la normaliser. Dire aux gens que finalement, quelle que soit leur réaction, c'est normal qu'ils réagissent comme ça, c'est normal qu'ils soient en colère, c'est normal qu'ils tremblent, c'est normal qu'ils se sentent un peu perdus, c'est normal. Et donc, il faut éviter tout ce qui va solliciter le néocortex. Ça viendra dans un deuxième ou même dans un troisième temps. Par exemple, quand on fait des diffusing au niveau collectif, un diffusing, il est basé simplement sur l'accueil de l'émotion. Il ne la traite nullement. Donc, on n'oblige pas les gens à réfléchir, et comme je dis toujours, j'ai parfois des images de vous dire que quand vous avez des personnes devant vous, il se peut que les enfants soient encore pour certains dans ce blocage-là. Une image parfois qui peut parler aux personnes, c'est de se dire qu'on a des poules sans tête. Et il faut, nous en tant que psychosocial, être un peu la tête des poules sans tête et aider ces poules sans tête à pouvoir retrouver une certaine normalité et de pouvoir retrouver un certain accès à leur néocortex. Et pour ça,
avant de parler du PFA, qu'est-ce qu'on fait au niveau psychosocial? Rappelez-vous que je vous ai parlé des besoins et je vous ai dit que ces besoins étaient très, très importants. Au niveau psychosocial, nous lions émotion avec besoin. Donc, c'est parce qu'il y a un besoin qu'il y a une émotion. Et lorsque je vais toucher le besoin, lorsque je vais pouvoir rencontrer même petitement ce besoin, on remarque que l'émotion, elle ne va pas nécessairement disparaître, mais elle va fortement diminuer. Et c'est cela que l'on cherche au niveau psychosocial. Alors, ces besoins, qu'est-ce qu'on fait? On essaye d'activer des ressources. Alors, on n'est pas nécessairement les ressources des gens, et donc l'entourage, et de manière très pratico-pratique aussi, on va rechercher les ressources très pratico-pratiques, j'y arriverai, qui permettent d'aller toucher le besoin et donc de un peu diminuer l'émotion. Donc ça, c'est la prise en charge psychosociale. Alors, le PFA dont je vous ai parlé, ici dans ce petit slide-ci, je vous ai simplement dit que ce PFA, il va être valable à peu près à tous les niveaux. Je ne l'ai pas mis au niveau d'au-dessus de la pyramide, mais on pourrait également l'y mettre. Et je n'ai pas le temps de le développer ici maintenant, mais les prises en charge psychosociales se basent sur plusieurs grands principes. Au niveau international, nous suivons les principes d'Opfol. Vous pouvez aller sur Internet et il y a des grands articles sur Opfol, sur les principes de sécurité, d'espoir, entre autres. Et puis en Belgique, on est plus particulier, ça vient de la défense, sur IPASU, donc c'est-à-dire immédiateté, on intervient de manière immédiate, en proximité, on va vers les gens. Attente, c'est on traite les besoins avec simplicité et on essaie d'être quand même uniformisé, donc c'est-à-dire d'avoir un peu les mêmes techniques, un peu la même philosophie de travail. Alors, je pense que j'ai suffisamment digressé et que certains d'entre vous attendent avec impatience ce qu'on entend par PFA. Eh bien, le PFA, ce n'est pas la propriété, je dirais, du mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge, mais ça vient de l'OMS, de l'Organisation mondiale de la santé, qui a, à un moment donné, créé vraiment des guides au niveau de ce qu'on appelle en anglais Psychosocial First Aid, le PFA. Je vous mets les 3 acronymes en anglais parce qu'au niveau mnémotechnique, c'est plus facile à retenir. Qu'est-ce qu'on fait dans cette prise en charge psychosociale de base, donc dans cette base de la pyramide? On fait du look, on fait du listen et on fait du link, tout simplement. Brièvement, de nouveau, en vous disant que ça vous est expliqué notamment par MSF qui propose une formation de 3 heures sur le PFA. J'ai vraiment focalisé au niveau ici des inondations. Qu'est-ce qu'on fait dans le look? Alors, look, listen, link, c'est vraiment dans ce sens-là. Quand on arrive sur place, on est d'abord des grands yeux. Et qu'est-ce qu'on fait? On va un peu scanner la situation dans son ensemble, et puis en particulier, on va un peu voir ce qui se passe, et puis on va repérer quelles sont les personnes qui sont devant nous, c'est qui les types d'impliqués. Est-ce que dans ces groupes d'impliqués, dans ces types d'impliqués, est-ce que j'ai des groupes vulnérables? Ou est-ce que j'ai des personnes qui vont présenter vraiment des signes de mal-être, de stress très importants? Et donc, il est important d'intervenir d'abord auprès des groupes vulnérables, d'abord auprès des personnes qui présentent des éléments de stress importants, en ceux y compris les enfants, et puis c'est tout le monde qui a droit, donc on s'occupe de tout le monde. Rappelez-vous, c'est 100% de la population doit avoir accès à ce PFA. Donc ça, c'est ce qu'on fait quand on fait du look, très brièvement. Et puis, on fait du listen. La plupart d'entre vous savent fort bien ce que c'est que l'écoute active, donc je ne me permettrai pas d'y revenir. Ce qui est important, c'est de vraiment se focaliser, quand on est dans une prise en charge psychosociale de base, sur comment la personne se sent au moment où vous la rencontrez. Et vous, maintenant, comment allez-vous? Et d'écouter ce qu'elle a à vous dire. On ne force pas la personne à parler. C'est elle qui apporte le contenu de la discussion ou du monologue. On accueille ce qu'elle amène, on normalise un maximum. On lui dit simplement que ce qu'elle vit pour le moment, c'est tout à fait normal, et la manière dont elle vit, il n'y a pas une bonne manière de le vivre, elle le vit comme elle le vit, et on l'accueille. Et ce qui est important aussi, les gens vont venir très vite avec ce besoin d'information, avec ces besoins psychosociaux. Au niveau du PFA, c'est de ne pas trouver des solutions à la place des gens, mais simplement, très rapidement, de l'aider à trouver elle-même les solutions à ses besoins, en lui apportant une aide très pratique. C'est important parce que ça va rendre tout de suite un contrôle sur la vie des gens. Et rappelez-vous, quand on vit un événement critique, on vit une situation d'impuissance très importante. Et tout ce qui peut permettre de diminuer l'impuissance, ça rend du contrôle sur la vie sur sa vie, et ça diminue un peu les réactions et les émotions.
Donc ça, c'était au niveau du listen. Et puis, il nous reste le dernier L, le 3L, le link. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait du PFA? On va encourager très, très vite la personne à se mettre en contact avec son entourage. Ça peut être les proches, ça peut être les amis d'école, ça peut être de manière générale le quartier. On va encourager la personne aussi à se tenir informée auprès de sources valides d'informations. Parce que le besoin d'information, il est là, mais plus ça tourne en boucle, plus ça risque d'augmenter le stress. Donc, on va peut-être encourager la personne à ne pas rester 24 heures sur 24 devant son écran de télévision ou sur les réseaux sociaux, mais de focaliser peut-être sur une source d'information, en lui demandant peut-être à un moment donné de diminuer le temps qu'elle passe devant les écrans, de façon à diminuer le stress possible face aux images ou face à la reminiscence de ce qui s'est passé. Et puis, c'est aussi, si nous, en tant que professionnels et intervenants de première ligne, on se rend compte qu'on est quand même face à une personne qui présente quand même du stress très important ou qui peut venir très vite avec des discours qui vous semblent interpellants, de ne pas garder ça pour vous, mais de l'encourager vers une aide professionnelle. Et donc de passer vers le niveau 2, vers le niveau 3 de la pyramide. Au niveau de nous, sur le terrain, on relaie assez rapidement vers les médecins traitants, ou si la personne a déjà un suivi psychologique, de réorienter vers le psychologue ou l'équipe qui s'occupe de la personne. Voilà. Donc ça, c'était simplement pour vous redire donc la prise en charge collective. Rappelez-vous, le psychosocial, nous visons, nous, essentiellement du collectif. Et donc, on va d'abord vers des techniques de diffusing. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le néocortex qui est sollicité à ce moment-là. On travaille vraiment au niveau du limbique. Un peu plus tard dans le temps, lorsque les personnes ont plus accès à leur néocortex, on peut venir avec des techniques comme les groupes de parole, du débriefing, importance de la psychoéducation. Très, très important, cette psychoéducation. Et puis, vous dire aussi que le psychosocial, il s'arrête au moment où vraiment on peut diagnostiquer un stress post-traumatique, où là, ça nécessite réellement d'aller vers le niveau un peu plus supérieur de la pyramide. Et là, on ne peut plus parler de psychosocial. Alors, ça va évoluer dans le temps, mais notre technique de PFA, le look, listen, link, c'est un peu notre mantra et c'est un peu notre livre de chevet et on ne l'oublie jamais. Voilà. Alors, je vais terminer par le fait de vous dire, OK, on préconise une prise en charge psychosociale, MSF travaille comme nous, le Centre de psychologie de crise de la Défense travaille comme nous, si vous allez en Italie ou autre part, on va dire, OK, on fait du PFA. C'est très bien, et c'est très bien d'être sensibilisé à ce PFA pour répondre au mieux aux besoins des gens. Mais ce qui est important aussi que vous gardiez en tête, c'est que les personnes qui ont vécu un événement critique, il y a des niveaux de soutien dont elles ont vraiment besoin. Elles ont d'abord besoin de se retrouver entre elles. Et je vais vous donner un exemple. Je suis intervenue et j'étais présente notamment au centre d'accueil d'Angleur, très rapidement, je pense 2 ou 3 jours après les inondations. Et puis les gens viennent, et puis ils viennent peut-être un peu par groupe ou individuellement. Et là, on peut aller vers cette approche très proactive. C'est peut-être un mot que je n'ai pas encore utilisé, mais l'approche psychosociale, les gens ne sont pas dans la demande. Et il ne faut pas attendre une demande des gens. On est vraiment dans du proactif, donc on va vers les gens. C'est pour ça qu'on a fait des maraudes aussi. Et donc là, les gens, ceux qui le veulent, eh bien, on va les écouter. Et puis à un moment donné, il y a des groupes plus importants qui se forment parce que c'est le moment où on va distribuer des repas. Ben, c'est le moment où moi je me retire, par exemple, parce que c'est important que les gens, naturellement, ils vont se regrouper entre eux, ils vont discuter, parce qu'ils ont vécu le même événement, et que intuitivement, ils se disent que si tu as vécu la même chose que moi, tu peux peut-être me comprendre mieux qu'un autre. Donc c'est d'abord les personnes qui ont vécu un événement critique. Et puis c'est d'abord ses proches, ses pairs. On va se retourner, on va peut-être discuter plus facilement avec un ami, avec un voisin, avec un membre de la famille. Et puis, au niveau notamment des intervenants, l'importance de la hiérarchie, de certains responsables. Et puis, nous venons seulement nous, personnel formé à la relation d'aide. Ça ne veut pas dire qu'on doit être en retrait, mais simplement garder en tête que nous ne sommes pas le premier relais, la première ressource vers laquelle les gens vont se tourner pour simplement ventiler émotionnellement. Ils peuvent aussi ventiler entre eux ou avec leurs proches. Et puis, comme je vous l'ai dit, et ça donc je vais aller très brièvement, tout implique le droit de refuser l'aide proposée, donc on peut proposer mais ils peuvent refuser. La littérature montre que
sur 100% des impliqués, vous aurez moins de 10% qui vont avoir accès à au niveau, l'avant-dernier niveau de la pyramide, et puis moins de 1% au niveau du dessus de la pyramide. Voilà, c'est simplement pour relativiser. Voilà, je vous remercie de votre attention en vous présentant encore mes excuses pour les problèmes techniques qui m'ont empêché de pouvoir être avec vous directement. Je vais arrêter mon partage parce que pendant le partage, je ne vois personne. Et merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup, Madame Regini. Voilà. Je m'entends en écho. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde. C'est ce qui m'arrivait, Madame Moitié. C'est assez Ce n'était pas très agréable. Je ne sais pas si Madame Varis peut nous informer de ce qu'elle a pu collecter comme information, question lors de votre présentation. En tout cas, c'est tout aussi intéressant que la première présentation que vous avez faite, Madame Regini. Merci beaucoup. Alors, on avait, nous, réfléchi aussi sur les interventions telles qu'elles se sont passées dans les différentes communes, hein, à différents niveaux, mais au niveau psychosocial et peut-être des fois plus au niveau psy, où on a été confronté à une série de situations où on n'avait pas suffisamment d'intervenants auprès des personnes sinistrées et qui avaient besoin, peut-être pas d'une écoute, ou ils ne s'en rendaient pas compte qu'ils avaient besoin d'une écoute, mais en tout cas de pouvoir parler avec une personne. Et en fait, comme il y a eu énormément de mobilisation de bénévoles, moi, ce que j'entends maintenant, on est dans la phase, on peut dire post-aiguë, encore maintenant. On y arrive toujours. Je dirais qu'on est entre la phase aiguë et la phase post-aiguë parce que malheureusement, d'autres informations risquent de faire rebasculer les gens vers une phase aiguë. Par exemple, je ne sais pas si ma maison va être abattue ou pas. Donc, je pense que la particularité en général, un événement critique, c'est un événement critique. Je prends les attentats, c'est arrivé, voilà, ça a pété à 2 endroits. Il y a eu un événement critique. La particularité des inondations, c'est que je pense qu'on accumule les événements critiques en très peu de temps. Et donc, les personnes, les impliquées ne vont pas nécessairement, ils ont vécu l'événement avec un grand E qui sont les inondations, mais il y a d'autres choses aussi qui peuvent se greffer. Tout le monde n'a pas eu un deuil. Un deuil, ça peut être, enfin, en tout cas, une mort comme ça, aussi violente en tout cas, est considérée comme un événement critique. Tout le monde n'a pas perdu sa maison. Donc, on est vraiment, je pense, encore un petit peu quand même dans la phase aiguë, mais on passe tout doucement dans le post-aigu. Nous sommes, je vous rejoins, Madame Moitié. Et donc, en fait, il y a eu beaucoup de psychologues qui ont fait plus de psychosocial que d'intervention psy. Et à un moment donné, les interventions devraient s'estomper ou rentrer dans un cadre plus structuré. Puisque c'est un petit peu l'intervention de la Croix-Rouge, c'est d'intervenir avec des bénévoles, de ne pas travailler les aspects de manière plus profonde, puisque en fait, on sait que vous allez partir. C'est un peu ça, hein, la raison pour laquelle vous ne travaillez pas ces aspects-là. Mais il y a quand même des aspects qui m'ont été renvoyés des psychologues qui travaillaient, qu'ils avaient pu lier des liens avec les personnes, qu'ils ont revu parce qu'il y avait des besoins qui étaient là. Et alors, c'est très difficile de continuer ce travail. Comment est-ce qu'on peut l'articuler? Comment est-ce qu'on peut... vous voyez, on est dans le psychosocial, passer dans le psy, mais comment dans une évolution? Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment pas évident, cette charnière-là. C'est ce moment de transition. Si on est amené à, je veux dire, si je vous comprends bien, c'est si on est amené à arrêter son intervention. Oui. Effectivement, au niveau psychosocial, notre but, c'est de ne pas intervenir beaucoup. De manière générale, nous, au niveau psychosocial, on dit maximum 3 rencontres. Au-delà de ça, je pense qu'on rentre dans quelque chose qui est un peu plus thérapeutique. Il y a un lien plus thérapeutique, plus mettre en place entre nous et les personnes que nous rencontrons. C'est important à ce moment-là de préparer le relais. Et donc, peut-être de toujours bien dire à la personne qu'on est là, maintenant, ici, dans l'urgence et dans la phase aiguë, que notre travail, effectivement, est d'être à ses côtés, de l'écouter, de répondre à ses besoins peut-être immédiats et d'être dans une écoute active, mais qu'elle n'hésite pas, peut-être, si elle le ressent, à
à se tourner vers d'autres structures. Et donc là, le gros avantage, je dirais, des intervenants locaux, c'est qu'ils connaissent les structures et les réseaux de soins beaucoup mieux que nous. Par exemple, il y a un intervenant, je dirais de manière un peu générale en Belgique, et donc il est clair que je ne connais pas du tout le système de réseau, que ce soit à Liège ou à Verviers. Et donc c'est pour ça que nous, on relaie plutôt vers le médecin traitant qui pourrait à un moment donné peut-être beaucoup mieux connaître. Mais cet avantage que vous avez sur nous, si vous intervenez au niveau psychosocial, c'est d'essayer d'aider au relais. Donc le link, c'est ça aussi, hein, c'est de pouvoir à un moment donné dire, voilà, moi j'ai fait, on ne pourra pas aller beaucoup plus loin ensemble parce que c'est pas le cadre c'est pas le cadre en tout cas, mais je vous engage à ou je vous donne les coordonnées d'eux. Et c'est important pour la personne qu'elle sache que la continuité va se faire et qu'il est normal que il est peut-être normal et c'est pas grave. Si c'est pas le même intervenant qui a fait la première ligne que l'aigu que le post-aigu, c'est pas très grave. L'important c'est qu'elle ait pu on ait pu répondre à un premier besoin, on ait pu répondre à cette première ventilation, on a pu l'aider à sortir du chaos. On dit toujours, nous, le psychosocial, c'est un humain qui va à la rencontre d'un autre humain. Et donc, la formation psychosociale en elle-même, faire du PFA, c'est pas réservé aux professionnels de la santé mentale. Je dirais que toute personne, tout citoyen peut être formé au PFA et peut apporter ce PFA. Mais c'est de se dire que voilà, on a fait cette première ventilation, mais voilà, c'est pas grave, vous allez pouvoir continuer et je vous engage et je vais jusqu'au bout de ma démarche en aidant ce relais et puis on se dit au revoir, tout simplement. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, Madame. Oui, parfait, merci beaucoup. Je voulais aussi vous demander une question qui m'est revenue. Dans vos interventions, comment être attentif, c'est peut-être plus compliqué, aux tout petits qui ne se font pas entendre. Bien sûr. Et là, je voulais savoir un petit peu comment est-ce que vous pourriez répondre. Absolument. Alors, au niveau psychosocial, donc, je vous ai dit qu'il y avait des groupes un peu plus vulnérables. Les enfants, et notamment les plus petits, font partie. Alors, groupe vulnérable, il ne faut pas le voir de manière péjorative ou de se dire que ces gens sont voilà, c'est pas de manière négative ou péjorative, c'est juste des groupes qui sont un peu plus particuliers et qui donc vont nécessiter peut-être une prise en charge différente. Au niveau psychosocial, pour les tout petits qui ne parlent pas, on peut travailler peut-être avec des techniques qui permettent juste la libération des émotions par le dessin ou par d'autres techniques. Mais nous allons, nous, au niveau intervenant psychosocial, nous baser sur les ressources. Et la première ressource des tout-petits, ce sont leurs parents ou leurs tuteurs ou les caregivers, comme on dit en anglais, les personnes qui s'en occupent. Et donc, faire du psychosocial, c'est peut-être aussi coacher ce caregiver, ce parent, hein, de manière très large, cette personne ressource, pour justement l'aider à accompagner son enfant dans les quelques jours, dans les quelques heures. Et donc, ça passe par l'explication, cette fameuse psychoéducation dont je vous parlais, c'est de voilà, simplement expliquer aux parents que voilà, l'enfant peut très bien réagir ou ne pas réagir. Il peut y avoir des réactions qui vont être décalées dans le temps. Il peut très bien ne rien avoir pendant des mois et puis, ou pendant des semaines, et puis l'enfant va réagir. Ça dépend un peu comment lui, dans son psychisme, il va être amené à le réaliser. Et de se dire, on dit toujours d'être patient par rapport aux enfants, d'être vraiment demandé aux parents de faire ce look que nous ne pourrons peut-être pas faire, et de vraiment observer les réactions de l'enfant. Nous, on dit toujours, tant que l'enfant fonctionne, n'importe qui, c'est valable pour l'enfant ou pour un kidam, tant que le stress ou les réactions qui sont visibles, exprimées, ou non exprimées, mais en tout cas visibles, dans le verbal ou dans le non-verbal, tant que ces réactions n'empêchent pas un fonctionnement personnel, c'est bon, pour autant qu'on n'arrive pas à ce cut des 4 semaines où là, c'est un stress post-traumatique. Si par contre, même en dehors de ça, au bout d'une semaine ou 2 semaines, on arrive quand même dans des choses comme, alors, vous m'avez parlé des tout petits, mais on peut avoir des régressions comportementales très importantes. On peut avoir pour les plus grands peut-être des automutilations qui se mettent en place ou des énurésies qui recommencent, etc. Où vraiment ça devient très embêtant et ça empêche de fonctionner. À ce moment-là, il faut relayer très facilement. Donc, au niveau des tout petits, nous on dit toujours toutes les techniques et je pense que les professionnels de la santé mentale connaissent ces techniques de libération de l'émotion, mais tout ça c'est bon.
Voilà, simplement de faire la différence entre, d'un côté, j'accueille l'émotion, donc quand je fais du psychosocial, j'accueille l'émotion, et quand je rentre dans quelque chose un peu plus psychologique, alors je peux traiter l'émotion. Mon but au niveau psychosocial, c'est simplement de permettre à l'émotion ou à l'érection de s'exprimer et de coacher les parents. Et d'amener vraiment les parents à ne pas hésiter à retourner vers le médecin traitant ou d'autres relais s'ils sont inquiets par rapport à leur enfant. En leur disant que c'est normal que les enfants soient un peu, j'aime pas le mot, alors je mets toujours avec des grimés, perturbés, j'aime pas ce mot-là, hein, mais à défaut j'utilise, que les enfants soient un peu plus perturbés pendant les quelques jours, lesquels c'est normal. C'est normal. Voilà. Tant qu'il n'y a pas de comportement à risque, tant que l'enfant fonctionne normalement, il faut le laisser. On va demander aussi peut-être aux parents de protéger les enfants, par exemple, de toutes les sources d'informations, hein, de peut-être être plus attentifs, parce que certains enfants, quand il a recommencé à pleuvoir, on peut se dire « Mon Dieu, ça va recommencer ». Mais voilà, c'est de vraiment accompagner l'enfant en disant « C'est pas parce qu'il pleut que on va revivre une inondation ». Voilà, par exemple. D'être vraiment attentif, d'entourer peut-être un peu plus l'enfant, de faire des choses plus ludiques avec l'enfant et surtout le plus rapidement, et ça c'est valable pour les enfants mais c'est valable pour nous les adultes aussi, hein, essayer tant que faire se peut de retourner à un rythme de vie, à une routine la plus normale possible, de retrouver un équilibre qui ne sera pas l'équilibre qu'on a eu avant, parce que peut-être que c'est pas possible, mais d'essayer tant que faire se peut d'avoir un équilibre et un rythme de vie. On ne va pas mettre l'enfant couché à minuit. Si son rythme c'est d'aller se coucher à 8 heures, ben il va se coucher à 8 heures. Voilà, de garder comme ça des routines. Les routines aident à une normalisation de la situation. Merci beaucoup. À votre question, est-ce que vous souhaitez moi, je trouve que c'est très, très complet comme réponse. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question de Monsieur Lecomte. Très pointu. Comment faire pour inciter la personne à réfléchir sans faire appel à la troisième partie de son cerveau? Au néocortex. Alors, nous, ce qu'on fait, très pratico-pratique, alors tout le monde, alors on dit que le néocortex est bloqué, donc c'est-à-dire que oui, effectivement, mais ça c'est comme les enfants ou comme les personnes qui sont vraiment parfois ce qu'on appelle un peu caractériels, hein, ce trouble caractériel qui sont envahis par les émotions. Quand on est envahi par l'émotion, le cerveau rationnel, il est moins accessible et on peut moins, voilà, on est plus dans l'impulsivité, on est plus dans je veux vivre mon émotion. Ce qu'on demande à la personne, c'est on rentre vraiment dans du pratico-pratique. Donc, normaliser, essayer de rentrer vraiment dans du pratico-pratique. De quoi est-ce que vous avez besoin maintenant? On est dans la personne à trouver la ressource. Alors, ça peut être très clairement, on sent qu'elle tourne en boucle, on va lui poser la question, mais alors je prends un exemple. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas où sont mes enfants, où c'est arrivé là maintenant, et mes enfants n'étaient pas là, enfin c'est parce qu'ici c'était en juillet, hein, mais je devais aller les chercher à l'école, et on voit que ça tourne en boucle. Pratico-pratique en tant qu'intervenant psychosocial, qui peut-on contacter pour aller chercher vos enfants? Qui peut venir vous chercher pour aller chercher vos enfants? Voilà, restez vraiment dans du pratico-pratique, dans les choses de base, vraiment. En vous disant que cet état-là, d'être bloqué vraiment au niveau néocortex, ça dure jamais des semaines. Ou alors vraiment on est dans quelque chose qui n'est plus de l'ordre de la normalité. Mais on accueille, voilà, on amène les gens en sécurité, on leur demande s'ils tremblent, est-ce que vous avez froid, voilà, on essaie peut-être ces techniques aussi parfois de calme, comme l'EFT ou comme la cohérence cardiaque. On peut mettre les gens qui respirent très fort, ça m'est déjà arrivé de leur demander de calquer leur respiration sur la mienne. Et donc je commence avec une respiration un peu plus élevée, puis je la diminue. J'essaie vraiment par ces neurones miroirs d'essayer d'amener la personne à se calmer. En règle générale, quand l'émotion est un peu calmée, le néocortex devient très vite accessible. Et donc là, on peut arriver vers d'autres choses. On est la tête de la poule sans tête et on l'aide à trouver les solutions à ses besoins immédiats. Et on ne traite pas l'émotion, on l'accueille. C'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Après, les choses reviennent, par exemple. Merci. Voilà. Je voulais aussi avoir votre avis sur le fait ça fait presque un peu plus de 2 ans, je pense maintenant, ou 1 an et demi, qu'on est dans une crise sanitaire, que se rajoute un événement pour certains vraiment très difficile à vivre. Est-ce qu'il y a un cumul qui se fait? Comment est-ce qu'il se fait? Comment est-ce qu'on peut travailler
une certaine, on va dire, résilience? Comment est-ce qu'on peut travailler sur ces éléments-là? Alors, où vous travaillez événement critique par événement critique, et effectivement, les gens ont pu, à un moment donné, avoir la résilience d'eux et la capacité à surmonter le premier événement critique, et voilà, et puis il vit un autre, bon, ça va le fragiliser. Ou alors, il est déjà bloqué dans le premier, et le deuxième événement critique va rajouter une source de stress qui va faire rendre cette personne un peu plus vulnérable. Et donc, la manière de traiter la résilience, en tout cas au niveau social, elle est la même. C'est-à-dire, on va mettre les gens avec, on va favoriser le contact avec les pairs, on va favoriser une normalisation une routine dans la vie, etc., d'essayer de le sortir du chaos. Mais peut-être qu'il faudra plus rapidement qu'un kidam, l'orienter vers une prise en charge de type plus psychologique. Mais il n'y a pas de technique particulière. Je dirais la résilience, on travaille vraiment dans le pratico-pratique et dans l'ici et maintenant. Mais voilà, vous avez des gens à ce moment-là qui vont être beaucoup plus fragilisés après la crise sanitaire, effectivement, qui vont présenter à ce moment-là peut-être des capacités de résilience un peu plus difficiles à solliciter. Et là, je pense que le recours peut-être à une prise en charge plus psychologique pourrait aider cette personne. J'ai aussi une autre question, peut-être un peu plus précise sur les termes. J'ai entendu parler de psychoéducation. Oui. Je ne pense pas que ce terme-là résonne de la même manière chez tout le monde. Oui, je comprends. Et j'ai entendu aussi parler de psycho-information. Alors, dites-vous que c'est un peu kiff-kiff et bourricot, comme on dit. Psycho-information, psychoéducation, ça dépend un peu qui l'utilise comment. La psychoéducation, c'est amener les gens vraiment quand on fait de la psychoéducation, on essaie de favoriser vraiment les bonnes stratégies de prise en charge du stress. Et donc, on va, alors je vais me répéter, hein, mais c'est important à ce moment-là de rappeler aux gens d'essayer d'avoir une vie la plus normale possible, de rester en contact avec les proches, de ne pas s'isoler, de faire attention à tout ce qui est le recours à l'alcool ou à la drogue. De prendre soin de soi, donc c'est-à-dire de limiter les sources d'information, d'essayer avec la personne de détecter ce qui pourrait l'amener à être stressé, de couper les sources de stress, d'amener la personne à dire essayez, on ne dit pas que vous devez le faire, mais essayez au moins peut-être tous les jours ou le plus possible de faire une activité qui vous délasse. Donc d'amener la personne à... On essaie de faire vraiment un levier, de favoriser tout ce qui est les bonnes stratégies de coping et d'essayer de bloquer les mauvaises, hein, comme le recours à l'alcool, comme le recours parfois à la violence, quitte à ce moment-là donner des conseils plus de prise en charge plus particulière. C'est ça faire de la psychoéducation. C'est aussi l'émotion, d'abord, de dire... Et dans ce cadre, alors, l'idée, c'est il y a tout un accompagnement individualisé, mais aussi un accompagnement qui est plus collectif et qui permettrait de mobiliser tout ce qui est mobilisable pour rentrer dans cette dynamique-là. Absolument. Mais c'est difficile de faire se réunir les gens. Ah, bien sûr. Alors ça, c'est clair. Ou alors, vous faites comme, voilà, je veux dire, du proactif. On fait pour le moment, nous, des séances de ce qu'on appelle le psycho-information, psychoéducation. Donc, c'est-à-dire qu'on essaie de ramener les gens. C'est vrai que dans les inondations, pour le moment, c'est beaucoup de proactif. C'est pas facile toujours d'avoir du collectif, mais essayer peut-être de regrouper. Nous, on a essayé de regrouper des rues, de ne pas aller en porte-à-porte, mais d'essayer de parler à plusieurs personnes en même temps. Mais c'est clair que le collectif est ce qui marche le mieux, parce que finalement, d'abord, vous ne répétez pas 10 fois la même chose, mais vous le dites à 10 personnes en une fois, et c'est une économie aussi. C'est moins chronophage et moins énergivore pour nous, les intervenants. Et puis, rappelez-vous, le partage social, c'est très important. Et donc, le fait que les gens se retrouvent entre eux, et surtout, si ils ont vécu la même situation, c'est déjà une ressource. C'est déjà un facteur de résilience. Et puis, ils entendent comment les autres gèrent. Et ça peut donner des idées. Hein, j'ai pas pensé, moi, à faire ça. Voilà. Alors, si nous, intervenons, on le dit, on peut dire, oh, c'est un psy qui me parle, on ne connaît pas. Mais si c'est quelqu'un que je connais, si c'est mon voisin qui le dit, etc., ça peut parfois faire plus sens. Donc, c'est clair que le plus qu'on peut, on essaye de faire du collectif. C'est pour ça qu'on a ouvert des centres d'accueil, etc. Et puis, parfois, on est obligé de le faire en individualisé, mais voilà, au moins je dirais, dans des familles, dans des clusters plus familiaux, peut-être les personnes qui vivent au même endroit, en vous disant que nous sommes bien d'accord qu'actuellement, les personnes ne sont pas demandeuses et qu'on est quand même encore dans cette phase de proactivité qui est très importante. Je dirais que quelle que soit finalement l'approche que l'on a, et je pense que toutes les approches sont bonnes,
il faut, je dirais, un peu abandonner l'idée que les gens vont être dans le demande et vont faire des demandes. Ils n'ont pas là-dedans du tout pour le moment. Et donc, il faut essayer d'aller au maximum. Si on peut déjà faire un peu de psychoéducation, on va chez les gens. Et donc, déjà, la prise en charge psychosociale, c'est d'aller vers eux et de ne pas attendre qu'ils viennent vers nous parce qu'ils ne viendront pas. Ils ne prendront pas contact, ils ne prendront pas rendez-vous avec des psys pour le moment. Ça viendra peut-être plus tard. Peut-être que les parents, si on a pu un peu dans certaines séances, ou même individuellement, ou même en parlant avec eux dans la rue, les sensibiliser au bien-être de leurs enfants et donc à cette observation de l'enfant, peut-être vont être plus enclins d'amener l'enfant voir un psychologue que de le faire pour eux-mêmes. Voilà, parce qu'ils sont dans autre chose. Ils sont encore dans les démarches plus administratives et dans encore le nettoyage. Donc, je dirais que cet espace de s'autoriser à prendre soin de soi est très compliqué. Donc, tout ce qu'on peut faire en allant vers eux et en leur délivrant des tout petits messages, c'est déjà bien. Je dirais que c'est un premier pas et d'avoir cette approche continuée le temps qu'on peut. Merci. J'avais aussi peut-être une autre question qui est en lien avec la perception de ces interventions psychosociales et de la nécessité de leur présence. Quand on est dans des catastrophes où les gens sont davantage à vouloir récupérer le minimum de bien-être, mais de bien-être matériel qu'ils ont perdu, et dans cette volonté de pouvoir retrouver, même si ce ne sera jamais, un chez-soi. Et donc, vous disiez tout à l'heure, on court comme des poules sans tête, et donc il faut faire les choses, et en même temps, ça nous maintient. Oui. Ça nous maintient d'aller, et heureusement, quelque part. Ah, bien sûr, ils en ont besoin, bien sûr. Et le pire, ce serait de ne pas pouvoir être en mesure de faire le nécessaire pour se débrouiller administrativement, pour laver, nettoyer. Et là, ce serait vraiment un signe d'alerte et de détresse énorme. Tout à fait. Tout à fait. Et au niveau psychosocial, c'est pour ça qu'on doit aller près des gens et finalement les toucher très petitement. Je dirais c'est sur des interventions qui parfois durent 2 ou 3 minutes. Voilà, les gens s'arrêtent, ils boivent un verre d'eau et c'est le moment où on peut peut-être leur demander simplement et vous, comment vous allez, comment ça va. Voilà. Le peu qu'ils racontent, c'est déjà bien parce qu'ils ne sont pas accessibles à d'autres choses pour le moment. Donc c'est au niveau psychosocial, on fait vraiment des toutes petites choses, parfois sur des très très courtes. C'est ça. Et de manière un peu répétée, parce que on tient compte des besoins des gens. Et si le besoin des gens, c'est à ce moment-là, effectivement, d'être dans de l'administratif, d'être dans du nettoyage, il faut encourager ça. Parce que c'est la manière de gérer la situation. Et donc, ne pas créer un besoin là où il n'y en a pas et ne pas répondre à un besoin autre que ceux qui s'expriment pour le moment. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Merci beaucoup. On a 2 autres questions dans le chat. Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Oui, aussi. Non. Alors, on a une question de Céline Deville, RWLP. Donc, bonjour. Aujourd'hui à Chênay-Liège, une dame soulignait en effet que des réunions de quartier ou de rue feraient du bien. À la fois un peu pour partager leur vécu, mais aussi les informations sur les aides, etc. Qui pourrait organiser cela ? Alors ça dépasse ma compétence. Je ne peux que féliciter cette dame et la remercier en tout cas d'avoir posté cela parce que c'est une belle illustration du partage social et du besoin de partage social qui est vraiment un besoin psychosocial très très important. C'est les communes qui organisent ça pour le moment. On ne va pas toujours être... Nous, comme vous dites, le CISU, on est vraiment en première ligne et notre but, c'est de travailler dans la phase aiguë, dans l'urgence et de répondre à des besoins là où il n'y a pas de ressources. Et donc, on intervient très rapidement parce que les ressources locales mettent parfois un peu de temps à se mobiliser. Dès l'instant où les ressources locales sont là, on se retire.
Donc, pour le moment, on sait qu'à la demande de certaines communes, il y a des séances de psycho, information ou éducation, c'est ça comme vous voulez, qui sont organisées sur des thématiques comme les soins de base, les enfants, prendre soin de soi, voilà, il y a des choses, mais toutes les communes ne sont pas demanderesses. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est encourager peut-être les personnes qui en font la demande, justement être peut-être à l'origine de ce regroupement, parce qu'il ne faut pas nécessairement se retrouver dans des lieux bien particuliers, hein, je veux dire, une simple salle, ou même s'il ne pleut pas, se retrouver dans la rue, c'est suffisant. Le partage social ne demande pas grand-chose, je dirais, au niveau logistique, mais simplement peut-être d'encourager cette dame à être peut-être celle qui va aller... un bel exemple que j'avais vu et qui peut peut-être répondre, on a vu des voisins qui se réunissaient pour faire un barbecue, pour utiliser ce qui restait dans les frigos. Ben, ça, c'est une prise en charge psychosociale, tout bêtement, parce qu'on a vraiment ce partage social qui est là. Et donc, c'est donc encourager les gens à se regrouper. Maintenant, au niveau communal, à part faire la demande au niveau des bourgmestres, malheureusement, nous n'avons pas l'autorité, la possibilité même de pouvoir mettre ça en place. Mais oui, je pense que c'est très important. Et donc, pour les enfants, c'est très important aussi de très rapidement sensibiliser les parents au fait que les enfants doivent se retrouver entre eux, avec leurs copains, que très rapidement ils puissent se mettre en copain. Et je pense qu'il y a un gros travail qui, pour moi, au niveau de la deuxième niveau de la pyramide qui va se mettre en place, c'est au niveau des écoles, avec les instituteurs, avec les centres PMS, de pouvoir vraiment remettre ces enfants ensemble et de pouvoir leur demander d'exprimer, de vivre, voilà, et de faire un peu de psychoéducation avec ces enfants aussi. C'est très important, parce que le lien social est important. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Il y a encore une autre question. Donc, c'était un ou une assistante sociale en centre PMS à Verviers. Donc, bonjour, je travaille dans un centre PMS à Verviers. Nous pensons que les personnes que nous allons rencontrer à la rentrée seront très probablement touchées. Dans le cadre où nous devrions orienter l'enfant vers un suivi thérapeutique et qu'il n'y a pas de place, c'était déjà le cas auparavant, que pouvons-nous faire en attendant cette prise en charge? Des groupes de parole, des techniques de libération des émotions. Merci. Oui, exactement. Je pense que tout ce qui est, effectivement, je pense que faire tout à son niveau pour continuer à être à l'écoute de l'enfant est bien. Et malheureusement, effectivement, on n'aura pas de miracle par rapport à des prises en charge un peu plus... ça, je ne connais pas les réseaux, donc je ne sais pas s'ils vont pouvoir dégager de la place, mais tout ce qui est fait, c'est bien. Donc les groupes de parole, de dessin, de tout ce qu'on peut faire par rapport avec des enfants, je pense qu'à la rentrée scolaire, et, en tout cas dans les régions qui ont été sinistrées, je ne pense pas qu'on puisse faire l'impasse d'au moins laisser un espace au début de la rentrée sur ce qui s'est passé et de voir un peu comment chacun va. Ça me semble important. Et de toujours maintenir le lien. Si on n'arrive pas à avoir à un niveau thérapeutique un enfant qui est vraiment, où on estime qu'il est vraiment, qui ne fonctionne plus normalement, en tout cas moins normalement, toujours garder le contact avec les parents et essayer de sensibiliser au fait qu'on puisse trouver quelqu'un ou renvoyer vers le médecin traitant. Voilà, ça c'est ce qu'on peut faire, mais on n'a malheureusement pas toujours de miracle pour trouver des suivis un peu plus spécialisés. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions, Stéphanie? Je pense que Virginie avait une question. Virginie. Bonsoir, désolée. En fait, comme j'ai eu des problèmes techniques, j'espère que ce ne sera pas quelque chose que vous avez évoqué pendant la conférence, parce que j'avais un petit doublon au niveau du son. Je me demandais justement comment vous envisagez le retrait avec le bon moment du retrait du terrain pour vos équipes, quels sont les critères et quelque part, est-ce que vous vous assurez que la suite est mise en place sur base des besoins est-ce qu'il y a une évaluation des besoins et déjà une structure qui est mise en place pour
Alors, désolée si vous l'avez évoqué. Non, il n'y a pas de souci. Je l'avais évoqué partiellement, mais il n'y a aucun souci. Parfois, rappeler, c'est bien aussi. Donc, nous, on est là vraiment dans l'urgence, dans la première ligne. Et donc, comme je l'ai dit, on intervient quand il y a des besoins, mais pas de ressources. Donc, à partir du moment où il y a des ressources, on se retire. Et donc, ici, concrètement, à mon avis, je doute fort qu'au-delà du mois de septembre, on soit encore sur le terrain. C'est déjà énorme pour nous. En règle générale, les services de première ligne interviennent quelques heures, quelques jours. C'est exceptionnel ce qui s'est passé ici. C'est une longueur exceptionnelle pour nous, intervenants de crise dans l'urgence et dans la première ligne. Alors, ce qu'on fait, nous dépendons de ce qu'on appelle au niveau fédéral le psychosocial manager, et donc nous lui rendons compte régulièrement des besoins qui sont peut-être encore là. Donc, on accompagne les gens jusqu'où on peut les accompagner, et puis on fait remonter les besoins. Et ici, il s'avère que Éléonore Delannoy, qui est le PSM, le psychosocial manager, a vraiment à cœur de faire en sorte qu'il y ait d'autres choses qui se mettent en place, et donc il y a des réunions de coordination qui passent, et donc nous on passe le relais finalement vers d'autres secteurs, où on engage les gens à aller vers d'autres secteurs et vers d'autres sources que nous. Donc on essaie de faire remonter autant de besoins que possible, et de faire en sorte que ces besoins soient pris en charge, mais avec beaucoup d'humilité en tout cas, et on n'a pas la prétention de dire qu'on peut répondre à 100% des besoins, mais on essaie en tout cas. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, tout à fait. Merci. Merci beaucoup. Corinne, tu as relevé une question, c'est ça? Oui, alors il y a effectivement une autre question qui finalement renvoie un peu à une question qui a déjà été posée, mais ici avec un focus plus sur le secondaire. Donc on a effectivement un professeur qui exerce dans le secondaire et qui dit comment peut-on préparer la rentrée psychosociale de nos élèves de secondaire, que peut-on mettre rapidement en place et de manière simple mais efficace. Donc ici c'est une question un peu similaire, mais qui a un focus vraiment plus pour les... Oui, alors... les adolescents. Dans les ados, oui, c'est ce que j'allais dire, on est plus vers les adolescents. Je pense des groupes de parole assez rapidement, en tout cas un espace de parole, peut-être pas des groupes de parole structurés, mais un espace de parole en tout cas dans les écoles. Alors, pour éviter que ce ne soit un peu, je dirais, un peu répétitif, peut-être se coordonner entre professeurs et savoir qui va le faire et dans quel espace, et que ce soit un peu organisé, un peu structuré, dans un endroit un peu cosy, comme ça, voilà, que les étudiants ne doivent pas être obligés de se dire, tous les débuts de cours, on va parler un peu, ça va être redondant et ça va vite perdre de sa valeur. Et donc, peut-être de coordonner ça et de se dire, tiens, qui dans l'école, dans le corps professoral, se sent à même, en se disant que si vous avez devant vous plusieurs élèves, je vous donne un ordre de grandeur pour être sûr de pouvoir au moins encadrer au mieux ces élèves. Au-delà de 10 personnes, nous mettons 2 intervenants. Au-delà de 15, on en met 3. Voilà. Donc, de s'assurer qu'on ne balance pas, par exemple, quelqu'un du centre PMS tout seul ou un professeur en disant, voilà, toi, tu es volontaire, vas-y. Il faut être plusieurs. Alors, il ne faut peut-être pas être nécessairement tout le corps professoral, parce que ça fait un peu tribunal, comme ça, juge devant, et d'avoir un peu cette poif de dire peut-être plusieurs personnes, mais de manière peut-être... Alors, je pense qu'un membre de la direction, c'est important, parce que la hiérarchie est importante d'expliquer, tant que faire se peut, au niveau pratico-pratique, est-ce que, oui ou non, leurs habitudes, leur rituel scolaire va être perturbé ou pas. Certaines écoles ont été touchées, d'autres ne l'ont pas été. Donc, ça me semble important que ici, on leur dise, au moins à l'école, les choses vont changer ou elles vont rester les mêmes. Voilà, on repart dans une routine, un rituel, nickel, ils vont être très contents. Et d'avoir ce moment peut-être de parole au début, en disant que voilà, on fait du collectif, qu'on permet simplement l'expression, est-ce qu'ils ont encore des choses à dire, mais s'ils n'ont rien à dire et qu'ils se sentent bien, alléluia, on recommence. Hein. Et puis, s'ils ont d'autres choses à dire, on laisse un moment, mais je pense aussi qu'il faut le limiter dans le temps et pas non plus que ça prenne, je sais pas moi, une semaine complète. Ça n'a pas de sens non plus. Je dirais qu'un espace de parole au-delà d'1 heure, 1h30, c'est largement suffisant. Et puis, vraiment rester toujours attentif aussi, peut-être à ce qu'il... du look. Faites du look, faites un maximum de look, et puis faites un peu de listen aussi. Et puis votre ligne, c'est les parents, si vous êtes inquiets par rapport même à un étudiant, où on peut avoir une plus grande agressivité, un décrochage scolaire.
un manque de motivation, une difficulté à avoir accès encore à son cerveau néocortex et qu'on se rend compte que la mémorisation, tout ça, on voit qu'il n'est pas là-dedans, quoi. Son corps est là, mais son esprit n'est pas là. Voilà, on peut aussi faire encore un peu de normalisation avec ces étudiants-là, hein, avec ces élèves-là, en leur disant que c'est tout à fait normal et qu'on ne le juge pas et que voilà, il n'y a pas de sanction à la clé, qu'on est vraiment à l'écoute. Et voilà, et je dirais de manière collective, oui, je pense qu'un espace, un moment de parole est bien, et puis très rapidement, tout le monde a besoin d'une normalité, et en remettant une normalité, on aide énormément. Donc très rapidement, c'est pas qu'on fait comme si c'était rien passé, mais très rapidement, on embraye dans quelque chose qui est dehors de la normalité. Voilà ce que j'avais à partager, en tout cas. Merci beaucoup, Madame Régini. Je voulais juste peut-être ajouter dans ce travail au sein de l'école, avec les enseignants, avec la direction, avec les élèves, c'est voir aussi quels sont les opérateurs extérieurs à l'école qui pourraient intervenir. On en connaît quand même assez bien, et qui interviennent à un niveau plus collectif. Et ça, je trouve ça vraiment aussi important de s'ouvrir à des extérieurs qui pourraient aussi apporter une autre approche et qui serait plus enrichissante. Je ne sais pas si il y a encore d'autres questions. Non. Là, actuellement, il n'y a plus de questions. Non. En tout cas, on est vraiment désolé, mais c'est vraiment indépendant de notre volonté, des soucis techniques. Voilà, on avait... tout bien fait pour que ça se passe bien. Oui, on avait fait le nécessaire. Voilà. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Madame Régini et toutes mes collègues qui sont là. Merci beaucoup. Et les participants et la VIC qui est là, Madame Varis. Prochain rendez-vous, je ne sais pas, peut-être que vous serez là en tant que participante, Madame Régini. Ce sera la présentation aussi avec un moment d'échange d'Adélaïde Blavier qu'on a exposé tout à l'heure. On vous souhaite une excellente soirée. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions, si vous avez des sollicitations par rapport à des demandes plus précises par rapport à ce que vous vivez et qu'une aide est nécessaire. Je remercie